Je m'appelle, je vais parler sur le micro, on n'est pas nombreux. Je m'appelle Pierre Stamboul, je suis, peut-être, je suis coprésident d'une association qui s'appelle l'Union Juive Française pour la Paix. Alors qui sommes-nous? Nous sommes les traîtres, les Juifs ayant la haine de soi, comme disent le CRIF. C'est-à-dire que nous sommes la composante juive dans le mouvement de soutien au peuple palestinien. Clairement, la guerre qui se déroule là-bas est une guerre coloniale. C'est une guerre qui porte sur des questions fondamentales. Le refus de la direction israélienne sioniste d'accorder le moindre droit aux Palestiniens. C'est une question qui porte donc sur l'égalité des droits, sur le refus du racisme. Et c'est en tant que juifs que nous nous sommes engagés parce que le crime se fait en notre nom. Quelque part, les colonies qu'on trouve en Cisjordanie s'appellent des colonies juives. L'État qui écrase la Palestine s'appelle un État juif. Et nous avons une histoire qui est tout à fait différente, qui vient de la résistance au fascisme, qui vient de nos morts et de nos déportés, qui vient des luttes anticoloniales. Et nous n'avons rien à voir avec la caricature fasciste qu'il y a actuellement en Israël. Il y a également dans cette guerre, notamment de la part de ceux qui soutiennent l'État d'Israël en France, une instrumentalisation continuelle de la question de l'antisémitisme. Nous ne nions pas que l'antisémitisme existe, mais il existe des racismes et des discriminations beaucoup plus virulents en France, et vous en savez quelque chose, le racisme anti-arabe, le racisme anti-noir, le racisme anti-rome, l'islamophobie. Il y a bien sûr une certaine persistance de l'antisémitisme, mais la meilleure façon de lutter contre ça, c'est certainement pas de soutenir la politique d'un État criminel. Alors, si je dois résumer en quelques mots, comment on peut caractériser la situation qu'il y a aujourd'hui en Palestine-Israël? Je vais utiliser 6 mots qui couvrent bien les choses. Occupation, colonisation, fragmentation de la Palestine, racisme, apartheid et impunité. Alors si je détaille un petit peu, occupation, il y a aujourd'hui, entre mer Méditerranée et Jourdain, environ 12 millions d'habitants, dont à peu près 50% de juifs israéliens et 50% de palestiniens sous tous les statuts différents qu'ils peuvent avoir. Et les juifs israéliens possèdent 92% de la terre, 90% de l'eau. Les richesses, c'est... Quand on compare le niveau de vie en Israël et en Cisjordanie, ça va de 1 à 20. Si on compare avec Gaza, ça va de 1 à 100. Donc ça a strictement une inégalité qui n'est même pas... qui est même impalpable, tellement elle est absolument énorme, tellement on vit absolument entre deux mondes qui sont séparés. Et puis, quand on parle d'occupation, il faut comprendre que, je détaillerai un petit peu les différents statuts qu'il peut y avoir, mais ce n'est pas une occupation rampante maintenant, c'est une occupation absolue, c'est la volonté de coincer les Palestiniens dans des tout petits espaces, qu'on va appeler des bantoustans, en référence à ce qui s'est passé en Afrique du Sud, et tout le reste du territoire sera israélien. Quand je parle de colonisation, il faut comprendre que la colonisation n'est pas accidentelle, elle est délibérée, qu'il y a eu un plan délibéré déjà d'occupation de la Palestine bien avant la création de l'État d'Israël. Et c'était un plan délibéré de repousser les Palestiniens, de leur prendre la terre, que malgré tout cela, quand l'État d'Israël s'est créé en 1948, les Juifs n'avaient que 8% de la terre. Donc ça a été quoi? Ça a été le crime fondateur, la Nakba, l'expulsion de 800 000 Palestiniens, et pratiquement immédiatement la confiscation de toutes leurs terres et la destruction d'entre 500 et 700 villages palestiniens qui ont été rayés de la carte et dont on ne trouve plus aujourd'hui que les ruines quand on retrouve quelque chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la petite partie des Palestiniens qui a échappé à l'occupation, à l'expulsion, pardon, de 1948, ne possède qu'une toute petite partie de la terre israélienne, un petit peu les Palestiniens du triangle de Galilée, mais tout le reste de la terre a été confisqué sous forme de kibbutz, de moshav,
ou de terres qui ont été données aux nouveaux immigrants. Et qu'il faut comprendre que la possession de la terre en Israël même, la terre appartient majoritairement au KKL. Le KKL, c'est le Fonds national juif, et c'est lui qui donne la terre aux nouveaux immigrants. Donc par statut même, c'est un statut raciste. Si on est juif, on peut avoir droit à de la terre ou à un logement et tout, et si on ne l'est pas, on n'a pas le droit, on doit le demander, et la plupart du temps, on ne l'obtient pas. Quand j'ai parlé de fragmentation, les 5 à 6 millions de Palestiniens vivent aujourd'hui sous toute une série de statuts différents, mais qui sont tous des statuts d'oppression. Alors si on distingue un petit peu, il y a ceux qui sont les plus connus, les Palestiniens Cisjordanie, plus de 2 millions de personnes. Après les accords d'Oslo, les Israéliens ont inventé 3 sous-statuts, zone A, dépendant de l'autorité palestinienne, ce qui n'empêche pas l'armée israélienne d'y faire des incursions régulières, zone B, statut mixte, zone C, zone littéralement annexée. Quand on voyage en Palestine, et l'Union juive française pour la paix, nous avons fait quelques missions, dont une récente qui était une mission judéo-arabe avec nos camarades de l'Association des travailleurs maghrébins de France et de la Fédération tunisienne citoyenne des deux rives. Nous avons fait une mission à la Toussaint 2010. Et quand on va en Palestine, le territoire est complètement fragmenté et ce sont les colonies qui encerclent les villes palestiniennes. Si vous allez à Bethléem, vous pouvez tourner la tête sur 360 degrés. Partout, vous voyez le mur ou les colonies. Les colons sont beaucoup moins nombreux que les Palestiniens, mais ils commencent à posséder la majorité de la terre. Et les colonies s'agrandissent sans arrêt. Elles s'agrandissent soit sous forme de logements, soit sous forme de zones industrielles, soit sous forme de décharges. Et donc ce sont les villes palestiniennes qui sont aujourd'hui complètement encerclées. Les Palestiniens de Gaza, c'est pire. Vous le savez, les Palestiniens ont été punis d'avoir mal, entre guillemets, voté. Ils ont eu en 2006 les élections les plus démocratiques du monde. La communauté internationale a attesté qu'il n'y avait aucune tricherie. Le Hamas a obtenu la majorité des sièges au Parlement palestinien et à peu près immédiatement, l'Union européenne, les États-Unis, l'ONU ont décidé de décréter que le Hamas était une organisation terroriste, alors que s'il y a bien un pays qui a élu deux authentiques terroristes comme Premier ministre, c'est Israël. Menachem Begin et Yitzhak Shamir, anciens Premiers ministres, étaient des terroristes. Et donc Gaza a été isolé, bloqué pendant longtemps avec la complicité du régime égyptien de Moubarak, mais donc complètement fermé, avec un nombre très petit de camions pouvant rentrer chaque jour pour assurer le ravitaillement. Et donc le résultat, c'est que Gaza, c'est aujourd'hui un territoire où on manque de tout. On manque de ciment, on manque de matériel scolaire, on manque de produits alimentaires, on manque de cartables, on manque d'essence, on manque d'eau, on manque d'électricité, il y a régulièrement des coupures. Et c'est un territoire sur lequel l'occupant israélien expérimente comment on peut affamer un peuple juste suffisamment pour le maintenir au bord de l'explosion. Une troisième entité de la fragmentation de la Palestine, c'est Jérusalem-Est, ce qui aurait dû être la capitale de l'État palestinien après les accords d'Oslo, qui se sont révélés être une grosse tartufferie. Jérusalem-Est est patiemment colonisée par les Israéliens. Aujourd'hui, il y a 270 000 Palestiniens et 250 000 colons dans Jérusalem-Est. Les Israéliens appellent ça des nouveaux quartiers, et qui non seulement occupent des collines qui encerclent les quartiers palestiniens, mais on commence à attaquer les quartiers palestiniens eux-mêmes, Silwan, Sheikh Jarrah, où des colons s'installent pour créer le parc du roi David, la maison du roi David, et on voit des écoliers de Jérusalem-Est qui partent à l'école et qui ne savent pas si le soir, quand ils vont revenir, leur maison n'aura pas été dynamitée. Toujours dans la fragmentation de la Palestine, il y a ce qu'on appelle les Palestiniens de 48. Les Palestiniens qui ont théoriquement la nationalité israélienne, ils forment 20% de la population de l'État, mais qui n'ont aucun droit. Ils ont le droit de vote, mais ils n'ont très peu de droits au logement. Ils ont des zones qui leur sont réservées, mais quand les familles augmentent, l'âge bédouin, qui a été détruit 36 fois.
Le Front National Juif a même envoyé des lycéens faire un petit stage de lycée, apprenez à détruire un village bédouin. Et enfin, dans la fragmentation des Palestiniens, ne jamais oublier les réfugiés. 4,5 millions de Palestiniens ont la carte de réfugiés. Ils sont les descendants de ceux qui ont été expulsés en 1948. La moitié d'entre eux vit hors de Palestine, en Jordanie, en Syrie, au Liban. L'autre moitié vit à Gaza ou en Cisjordanie, ou même à Jérusalem-Est. Les réfugiés partout, y compris dans les pays arabes, vivent toute une sorte de discrimination au travail et toute espèce de solution qui oublierait les réfugiés serait une espèce de négation du crime fondateur. Le crime fondateur, ça a été l'expulsion des Palestiniens de leur propre pays, il y a 64 ans maintenant. J'ai parlé de racisme. Le racisme est latent, et je peux dire qu'en tant que juif, c'est incroyablement choquant. Les juifs qui ont été victimes d'un racisme absolu et du génocide, en Israël, il y a déjà un racisme à l'intérieur de la société juive israélienne, entre ceux qui sont venus des pays arabes, ceux qui sont venus d'Éthiopie, ceux qui sont venus d'Europe, mais il y a un racisme ouvert vis-à-vis des Palestiniens. Je donne des exemples. Le grand rabbin de la ville de Safed a expliqué que la Torah interdisait de louer des appartements aux étudiants arabes palestiniens de la ville. Il y a des déclarations régulières de dirigeants politiques expliquant que les Palestiniens sont des serpents et que la Torah autorise qu'on tue leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux. Il y a un racisme absolument ignoble aujourd'hui contre les immigrants sans papier qui arrivent en traversant le désert à pied, le Sinaï, qui arrivent du Soudan, qui arrivent d'Érythrée, qui arrivent du Soudan Sud. Et on voit des manifestations racistes à Tel Aviv de dirigeants politiques qui disent Israël est pour les Juifs, le Soudan est pour les Soudanais. On voit des ratonnades, il n'y a pas d'autre mot qu'on puisse employer, qui sont faites aujourd'hui contre ces nouveaux immigrants. On voit l'État d'Israël construire une gigantesque clôture entre Gaza et la mer Rouge pour empêcher l'arrivée de ces immigrants. On voit dans le Negev le plus grand centre de rétention qui est en train d'être construit. Il est prévu pour plusieurs milliers de places pour interner ces immigrants. J'ai cité le mot apartheid. Ce n'est pas une invention de gauchistes, le mot apartheid sur Israël. Le tribunal Russell, qui s'était créé au moment de la guerre du Vietnam pour juger les crimes américains en Vietnam, il s'est créé un tribunal Russell sur la Palestine. Ce tribunal Russell, lors de sa 3e session, qui s'est symboliquement tenue au Cap en Afrique du Sud, a considéré au terme de son jugement que l'ensemble des discriminations dont les Palestiniens sont victimes doit être qualifié du mot d'apartheid et qu'on retrouve absolument tous les symptômes dont les Noirs sud-africains avaient été victimes pendant les 50 années qu'a duré le régime d'apartheid, s'appliquent aujourd'hui en Israël, notamment la fragmentation dont j'ai parlé, notamment toutes les discriminations sur les droits fondamentaux, le droit au logement, le droit à la terre, les destructions de maisons, l'insécurité permanente, les emprisonnements. Les emprisonnements, il y a 4700 prisonniers politiques palestiniens aujourd'hui en Israël. Les directions politiques de tous les partis sont en prison. Marwan Barghouti, membre du Fatah, toute la direction politique du FPLP, dont son secrétaire général, le FPLP c'est le Front Populaire de Libération de la Palestine, dont son secrétaire général Ahmed Saadat, la plupart des maires et des députés du Hamas, dont le président du Parlement, sont également en prison. Vous imaginez un petit peu ce qu'on dirait d'un pays qui emprisonne la moitié du Parlement et des maires des grandes villes. Israël se permet ça vis-à-vis des Palestiniens. Et le 6e mot que j'ai utilisé pour qualifier la situation, c'est le mot impunité. Comment on peut expliquer en 2012 que tout ça soit possible? C'est possible parce que la communauté internationale le permet. C'est possible parce que chaque fois qu'il y a eu des décisions internationales, elles n'ont été appliquées que quand elles étaient défavorables aux Palestiniens. J'ai parlé du blocus de Gaza, mais toutes les décisions internationales
soi-disant défavorables à Israël, n'ont jamais eu d'effet. Israël a construit le mur qui balafre la Cisjordanie, aucune condamnation internationale en justice, aucune sanction. Israël emprisonne la quasi-totalité des élus palestiniens, aucune sanction. Israël construit régulièrement de nouvelles colonies, aucune sanction. Israël occupe plus de la moitié de la Cisjordanie, aucune sanction. Et on pourrait continuer comme ça longtemps. Israël commet un crime de guerre et un crime contre l'humanité au moment de l'opération Plomb durci, l'hiver 2008-2009 à Gaza. 1500 morts, en grande majorité des civils, aucune sanction. On pourrait continuer comme ça longtemps, donc, et j'y viendrai un tout petit peu après, nos responsabilités sont grandes parce que le crime est rendu possible essentiellement par l'impunité, et je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure d'où vient l'impunité. Elle vient bien sûr des États-Unis qui soutiennent inconditionnellement Israël, qui l'arment, qui lui offrent une technologie de pointe, mais j'en parlerai, elle vient aussi assez largement de la France et de l'Union européenne. Un mot sur lequel il faut que vous soyez informés. Comment c'est possible aussi? C'est évidemment pas, cette guerre-là n'est pas une guerre ni raciale, ni religieuse, ni rien du tout. Au départ de tout ce qui se passe, il y a une idéologie dévastatrice qui s'appelle le sionisme. Et aujourd'hui, hélas, la majorité des juifs sont sionistes. Comment je peux définir cette idéologie? Je dirais c'est avant tout une théorie de la séparation, le sionisme. Et ça nous concerne bien, nous, ici en France. C'est l'idée que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble. Que le vivre ensemble dans l'égalité n'a strictement aucun sens et que la séparation est obligatoire. Donc c'est une théorie qui, au départ, interdit l'idée du vivre ensemble. C'est une théorie qui s'est fondée sur une réécriture complète de l'histoire. Quand elle naît à la fin du XIXe siècle en Europe, dans une Europe qui est en proie à un antisémitisme meurtrier et virulent, elle renonce complètement à toute espèce de lutte contre les discriminations que subissent les Juifs à l'époque, et elle dit en gros, les Juifs sont les descendants des Hébreux d'autrefois, c'est faux, tous les historiens disent ça n'a pas de sens, les descendants des Hébreux sont très majoritairement les Palestiniens, qui n'ont pas bougé. Et les Juifs, vous voyez, je n'ai pas tellement le type moyen-oriental, alors que je suis juif aussi loin que je puisse remonter. Les Juifs sont des descendants de gens qui se sont convertis à différentes époques, des Berbères en Afrique du Nord, des Slaves ou des Khazars en Europe, ou des Allemands, voilà. Le sionisme a réécrit aussi complètement l'histoire en disant que la Palestine était une terre sans peuple pour un peuple sans terre, c'est-à-dire que dès le départ, dans le sionisme, les Palestiniens n'existent pas. Donc, puisqu'ils n'existent pas, le pays est à nous, et quand on va arriver, ce peuple qui est là et qui n'existe pas, ce sont des imposteurs, et on va les virer. Le sionisme est un colonialisme particulier, il ne vise pas, comme les Français ont fait en Algérie, à asservir le peuple colonisé, ils vivent à l'expulser et à le remplacer par de nouveaux immigrants. C'est un nationalisme particulier, parce qu'il a carrément inventé le peuple. Y a-t-il un peuple juif? Non. Il y a des peuples juifs, un peuple juif européen de langue yiddish, un peuple juif du Maghreb, de langue judéo-arabe ou de langue ladino, qui est le vieil espagnol du Moyen-Âge. Il y avait un peuple juif en Éthiopie, mais dire que ces peuples-là sont notre peuple, ça n'a aucun sens. Et donc cette idée qu'il y ait un peuple juif qui ait droit à un État, c'est une construction idéologique fausse historiquement et meurtrière. Et puis, il faut le savoir, le sionisme, bien avant la création de l'État d'Israël, et dès les années 1930, est devenu en majorité un mouvement terroriste qui n'a pas hésité à faire des attentats meurtriers et des attentats racistes, et qui, dès les années 1930, donc bien avant la création de l'État d'Israël, a prôné ce qu'ils appellent pudiquement le transfert. Le transfert, c'est l'expulsion de tous les Palestiniens au-delà du Jourdain. Pour continuer vite, je viens à la France. En quoi nous, qui vivons ici, avec nos opinions ou nos origines différentes, ou nos croyances religieuses, sommes-nous concernés directement par la question palestinienne? Il faut comprendre, je l'ai dit, rien de tout ce qui se passe aujourd'hui ne continuerait sans l'impunité de l'État d'Israël.
Et je vais un peu examiner, puisqu'on est en période électorale, les positions des différents partis politiques français sur la question palestinienne. Je commence par les fachos, le Front National, c'est important quand même. Pourquoi j'en parle? Parce que l'extrême droite européenne s'est construite sur l'antisémitisme. Elle s'est construite sur l'idée que le juif était inassimilable et donc était un paria asiatique qu'il fallait rejeter. Mais l'extrême droite, vous le savez bien, elle a complètement changé sur cette question-là. Aujourd'hui, ce qui fait son ciment, c'est la haine meurtrière et pathologique du musulman, de l'arabe, du noir, du rome. Et aujourd'hui, quelque part, vis-à-vis d'Israël, il y a une espèce de retournement. Autant le juif, quand il était en Europe, était un ennemi, autant s'il va là-bas, en plus pour coloniser le Proche-Orient au titre des Européens, c'est un ami. Et on a vu comme ça tous les dirigeants de l'extrême droite européenne, Strache, qui est dirigeant d'un parti néo-nazi qui fait 30% des voix en Autriche, Wilders, le flamand, aller, et puis avec une trentaine d'autres parlementaires d'extrême droite, aller en voyage organisé en Israël, être reçu à la Knesset par l'extrême droite israélienne. La Knesset, c'est le Parlement israélien à Jérusalem, visiter Yad Vashem, qui est le grand musée du génocide nazi à Jérusalem, alors qu'ils sont les descendants directs de partis qui ont participé à ce génocide. Donc on voit bien que chez l'extrême droite, il y a une espèce de troc qui s'est fait. Les juifs maintenant seraient tombés du bon côté du miroir, et ceux contre lesquels on doit impulser la haine, ce sont les musulmans, ce sont les arabes, ce sont les noirs. Et Marine Le Pen rêve depuis des années de faire ce voyage en Israël. Il y a pour l'instant encore quelques réticences, mais son numéro 2, Louis Alliot, a fait déjà le voyage en Israël et il ne fait pas de doute que ça se fera, d'autant que le CRIF en France a déjà, via William Goldnadel, ouvert des négociations avec le Front National. L'UMP de Sarkozy et consorts, c'était un soutien absolu à Israël, sous tous les plans. Il faut que vous sachiez que quand il y a eu le vote des Français de l'étranger, Sarkozy a fait 92% aux élections des Français. Mélenchon qui était en tête au premier tour, et Hollande a fait 80% au second tour. On comprend bien que ce n'est pas exactement les mêmes Français qui vivent là-bas. L'UMP, c'est un soutien ignoble qui a y compris consisté à essayer de criminaliser en France le soutien à la cause palestinienne. Notamment, il y a une circulaire de Michel Alliot-Marie qui visait à dire aux procureurs que toutes les actions de boycott des investissements sanctions contre Israël devaient être vues comme des actions antisémites. Et ça venait de Michel Alliot-Marie. Il faut savoir que quand il y a eu le grand massacre de Pont-Durcy, Sarkozy, sa première réaction, ça n'a pas été de dire 1500 innocents viennent d'être massacrés, ça a été de dire je vais envoyer un sous-marin au large de Gaza pour empêcher le Hamas de reconstruire les tunnels. Je vous en dis long sur l'UMP. Le Parti socialiste, il y a très majoritairement dans ce parti, et de longue date, plus que des sympathies, des connivences avec les dirigeants sionistes qui remontent à très loin. Ceux qui ont fondé l'État d'Israël, qui sont maintenant en voie de disparition en Israël où l'extrême droite est dominante, c'est le Parti travailliste qui est lié historiquement au Parti socialiste français. Mais du coup, faut savoir, François Hollande a signé l'an dernier un texte contre le boycott d'Israël. Manuel Valls, un de ses premiers actes, il était ministre depuis quelques jours, ça a été de répondre à une invitation du CRIF de Marseille pour un dîner. Sylvie Andrieux, qui vient d'être suspendu du PS pour prévarication, faisait partie des différents élus du Parti socialiste marseillais qui ont manifesté pendant la guerre de Gaza, pas avec nous, mais dans la manifestation du CRIF qui soutenait une armée criminelle. Alors je ne dis pas que tout le monde est comme ça au Parti socialiste, on a des membres éminents du Parti socialiste qui peuvent être à l'association France-Palestine Solidarité ou qu'on retrouve dans des positions intéressantes. Leurs alliés, les Verts, un certain nombre sont sur des positions beaucoup plus radicales pour la Palestine, mais globalement, ce gouvernement, il n'y a aucune espèce d'indice
qu'il dise qu'il va changer de position dans un soutien absolument nécessaire aujourd'hui à la cause palestinienne, ou qu'il va arrêter la politique d'impunité aujourd'hui qu'il y a vis-à-vis des dirigeants israéliens. Le Parti communiste, il a une position de tout temps qui a été une position de deux États, un État israélien et un État palestinien, sur la base des frontières de 1967. Je pense que cette position commence à être dépassée, que la possibilité aujourd'hui de réaliser deux États sur la base des frontières de 1967, de moins en moins de Palestiniens croient que c'est possible, que l'imbrication des deux populations et la colonisation sont allées tellement loin qu'on ne voit plus comment, de façon réaliste, il pourrait y avoir une séparation. Bon, mais je pense que la position respectable. Le Parti communiste s'est battu en France pour la reconnaissance d'un État palestinien à l'ONU. Par contre, il bute sur quelque chose sur lequel je vais terminer, qui est absolument fondamental et qui est la question des sanctions contre Israël et qui est la question du boycott. Là-dessus, le NPA, et sans ambiguïté, le NPA, depuis le début qu'existe ce mot d'ordre dont je vais parler, boycott des investissements sanctions, il l'a fait sien, il fait partie des différents comités palestiniens sur des positions très combatives. Alors je vais parler de ce mot d'ordre et je terminerai là-dessus. En 2005, 172 associations palestiniennes de la société civile, hors des partis, considérant un petit peu tout ce que j'ai dit, que l'occupation n'est plus rampante, qu'elle est maintenant absolue, que la société palestinienne est en pleine voie de fragmentation, avec Jérusalem, la Cisjordanie, Gaza, les réfugiés, les Palestiniens de 1948, considérant qu'il n'y a pas d'aide de la communauté internationale, elle a lancé un appel international aux sociétés civiles qui s'appelle BDS, Boycott des investissements sanctions. C'est un appel pour isoler politiquement, économiquement, culturellement, sportivement, scientifiquement, sur tous les plans, l'État d'Israël ou tout ce qui représente l'État d'Israël. Ce n'est pas quelque chose qui vise à boycotter les individus. Il y a des tas d'Israéliens, et dont nous sommes quelque part un peu les correspondants en France, qui sont anticolonialistes, qui se battent, qui manifestent, qui vont sur les barrages et tout. Il s'agit de boycotter tout ce qui représente l'État d'Israël. Et ce boycott se fait sur trois revendications: fin de l'occupation, fin des discriminations et droit au retour des réfugiés, qui sont les trois revendications qui justement luttent contre la tentative des Israéliens de liquider le peuple palestinien. Ce boycott des investissements sanctions a déjà remporté des succès assez importants. Souvent, quand on pense boycott, vous vous dites, bon, je ferai attention au supermarché, je n'achèterai pas les pamplemousses de Jaffa ou les avocats Carmel. Il faut le faire, bien sûr. N'achetez pas les produits de beauté Sephora, ça c'est déjà beaucoup plus important. Si vous avez un jardin, faites attention au goutte à goutte, il y a presque que des produits israéliens. Mais sachez bien que les plus grands succès qui ont été remportés, c'est dans le désinvestissement. Il y a énormément de grosses boîtes. Veolia vient de se désinvestir complètement d'Israël après y avoir perdu des milliards. Dexia vient de se désinvestir d'Israël après y avoir perdu des milliards. Il y a des pays dans le monde, les pays anglo-saxons, où les traditions de boycott sont beaucoup plus importantes, et où donc des syndicats entiers se sont ralliés au mot d'ordre de boycott. Et il commence à y avoir une certaine panique chez les dirigeants israéliens qu'à terme, ce boycott prenne de l'ampleur. Donc sachez-le aujourd'hui, c'est le plus grand appel que je puisse vous faire. Rejoignez les comités palestiniens, quels qu'ils soient. Si vous êtes jeune, allez à Génération Palestine, allez à la FPS, allez à l'UJFP, allez dans n'importe quel, allez aux missions civiles, mais venez rejoindre toutes les associations qui se battent pour les droits du peuple palestinien. Suivez le boycott, suivez en tout cas les actions que nous allons continuer de déclencher là-dessus. Popularisez cette cause. Il faut que vous ayez conscience, c'est mon dernier mot. En Israël, une majorité de la population pense qu'à terme, les Palestiniens deviendront comme les Indiens des États-Unis, des indigènes marginalisés, incapables de réclamer leurs droits. Ben, refusez ça. Et c'est tous ensemble qu'on pourra empêcher que ça se passe
Et je pense qu'on y arrivera. Puis bon, on peut faire